Alors, Madame Soro, notre invitée témoin du jour, tout de suite, la question qui me vient à l'esprit, quel est le nom de l'histoire qui vous a le plus marqué dans votre cursus, je dirais, scolaire? L'histoire africaine? L'histoire africaine. Dans mon cursus scolaire, pas tellement. Il n'y en a pas une qui m'a beaucoup marqué, mais dans mes recherches pour faire ces différents produits pour les enfants, il y en a une, l'histoire de Tassine Ngbe, du Bénin, qui est dans le temps la sœur jumelle du roi. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et quand ce roi-là meurt à la guerre, on ne veut pas informer le peuple que le roi est mort, sinon ça déstabiliserait le peuple, ça déstabiliserait l'armée. Et on lui dit, tu ressembles à ton frère comme deux gouttes d'eau, on veut que tu t'habilles comme lui et que tu ailles à la guerre. Elle n'a jamais fait la guerre. Qu'elle aille à la guerre et qu'elle se fasse passer pour son frère le temps qu'il gagne. Et elle fait mieux que ça. Elle va à la guerre et elle gagne cette guerre-là. Et qu'elle revient, elle met en place le groupe des Amazones, les Amazones du Bénin que peut-être vous connaissez. Bien évidemment. Ça montre une image... Ça montre que les femmes sont capables de faire beaucoup de choses. Hein. Il suffit qu'elles le désirent véritablement et qu'elles se donnent les moyens d'y arriver. Elle aurait pu dire non, je ne peux pas, mais elle a osé, elle a affronté et elle a créé autre chose derrière. Les femmes ne sont pas aussi faibles qu'on veuille nous le faire croire. Exactement, totalement. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est l'histoire qui m'a le plus touchée. En fait. Alors, vous, votre histoire, c'est que vous aimiez depuis le bas âge la littérature, mais vos parents décident de vous faire une série scientifique. Donc vous obtenez un bac D, finalement vous êtes comptable. C'est bien cela? C'est cela. J'écrivais depuis enfant, je réécrivais les histoires. C'est-à-dire quand moi je prends un livre et que j'aime pas la fin, je réécris et j'offre la nouvelle version à mes amis. Donc j'aimais écrire, déjà enfant. Et heureusement ou malheureusement, ça dépend de la position où on se place, j'étais bonne en maths. Donc mes parents trouvaient que la littérature n'était pas quelque chose de rentable, surtout en Côte d'Ivoire, être écrivain. C'est plus on a un métier et ensuite comme hobby, on a la littérature. Mais votre métier de rêve, c'était d'être écrivain. Déjà enfant, quand on me demande qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Écrivain. Et mes parents disent non, tu feras comme papa, tu feras finance. Et je l'ai fait. J'ai fait la finance et en plus je m'y débrouillais très bien. J'ai eu très vite un travail et voilà. J'ai évolué mais sans réelle satisfaction parce que ce n'était pas ce pourquoi je me sentais destinée. Et vous êtes auditeur plus tard, vous êtes auditeur interne dans une structure importante. Oui. Et finalement, vous rendez votre démission. C'est ça. Pour faire ce que j'ai toujours eu envie de faire. Ça peut paraître fou, ça a paru vraiment fou pour mes parents, mais je ne l'ai pas fait sous un coup de tête aussi. Hein. Il faut dire que je me suis dit que j'ai les capacités de construire quelque chose, pas pour avoir la bénédiction de Dieu seulement, mais quelque chose de rentable aussi. ça s'adresse à Dr Philo. Je tenais à rectifier que ce n'était pas juste quelque chose parce que je suis philanthrope. Je me suis dit, il y a un business que je peux créer à partir de ce que j'aime. Donc je prends le risque d'arrêter ce que je sais faire et je sors de ma zone de confort et je crée quelque chose. Et j'ai été soutenue par mon mari, qui m'a dit, je te couvre une année, fais essai. Si tu échoues, tu vas recommencer à postuler pour avoir un nouvel emploi dans l'audit. Mais au moins, tu auras le mérite d'avoir essayé ce qui te tient à cœur. Mais dans l'audit, je veux dire, est-ce que ce travail vous satisfaisait réellement? Ou à pas? vrai dire, je le faisais bien. Je le faisais par devoir. Je suis payée pour faire ce travail. Donc, je m'arrange à bien le faire. Et comme je n'aime pas qu'on critique mon travail, je m'arrange à faire un travail impeccable. Mais je n'avais pas de satisfaction personnelle à le faire. Je n'étais pas épanouie dans mon métier. Je m'ennuyais quelque part à le faire. Et voilà, à un moment, il faut faire ce qui... La vie est trop courte, à un moment, il faut essayer de tenter. Alors, on revient donc au conseil que votre époux vous a donné à ce sujet-là. Alors, c'est assez drôle. Il me dit, tu sais, les jeunes meurent tellement vite actuellement que si tu meurs, tu auras le regret de n'avoir pas fait ce que tu veux faire. Je ne souhaite pas que tu meurs, bien entendu. Donc, donne-toi 1 an ou 2, tu essaies de faire ce que tu veux faire. Si tu n'y arrives pas, tu retournes. Mais essaie. L'époux, hein? Et c'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. C'était la seule personne au départ à me soutenir. Mes parents, c'est normal, n'ont pas accepté le fait que je démissionne d'un CDI. On sait comment c'est dur d'avoir un travail en Côte d'Ivoire et en plus d'une multinationale, de dire j'arrête parce que je veux faire autre chose. C'est quand même courageux, hein? C'était fou. En tout cas. Je peux le dire, mais aujourd'hui, après quelques années, je vois que j'ai mis toutes les choses de mon côté pour que cette folie-là serve à quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le concept de cette folie-là? Le concept. Lorsque vous quittez la structure, l'entreprise, vous décidez de mettre quoi sur place exactement? En fait, je savais que je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et je n'avais pas d'argent. C'est ce qui paraissait assez absurde pour mes parents, mais tu n'as pas d'épargne,
tu n'as pas une idée concrète. Tu démissionnes pourquoi? Pour commencer quelque chose, il faut commencer quelque part. Je sais juste que je dois commencer quelque part. Donc, quand je démissionne, je n'ai pas de business model. Je sais que je vais évoluer dans la littérature pour adultes et enfants ou autres, je ne sais pas. Donc, je me dis bien, la première chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on apprend. Donc, je vais apprendre du domaine littéraire en Côte d'Ivoire et ensuite, je définirai quels besoins je veux combler avec ma structure. Et c'est ce que j'ai fait pendant plus d'1 an. J'ai fait des ateliers gratuits pour les jeunes et je mettais en relation ces jeunes-là avec des écrivains aguerris de Côte d'Ivoire et d'ailleurs qui venaient volontairement nous parler de littérature, nous parler de comment être de vrais écrivains et tout. Et je faisais ces ateliers-là quasiment tous les 2 mois. Et ça me permettait de mieux comprendre l'univers de la littérature en Côte d'Ivoire. Alors, mais le déclic de l'enseignement de l'histoire de l'Afrique à ses enfants, il est venu d'où? Il est venu de 2 choses. Il est venu d'abord de ma fille, qui est très éveillée, qui pose 10 000 questions et qui ne s'intéressait pas à l'histoire africaine, qui était focalisée sur tout ce qui se passait ailleurs. Et ça me frustrait un peu de voir son intérêt pour l'Occident et tout, et très peu pour ce qui vient de chez elle. Et la deuxième chose, c'est un ami que je remercie, qui vit en Europe, qui vit en France, qui fait toute sa vie là, et qui vient à Abidjan, et il me demande « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Bon, entre parenthèses, mon entreprise, mon siège social, c'était mon salon. Hein. Je n'avais pas de bureau, je n'avais pas d'employé, je n'avais rien. Et il vient, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» J'ai dit « Oui, j'ai créé une entreprise et tout, je crâne comme si j'ai... » Et il me dit « Mais tu es dans la littérature, il faut que tu fasses quelque chose. » Je lui demande « Pourquoi ?» Il me dit « J'étais à table avec des amis, des Français, et... on parlait de tout et de rien, on a commencé à parler de l'histoire ancienne d'Europe. Donc, ils parlent des rois, de la Révolution. Et moi, je connais l'histoire de la France. Donc, je parle avec eux, ils voient que je connais leur histoire et tout. Et tout le monde est content. Et après, l'un d'entre eux lui demande, mais toi-même, ton histoire, là, Côte d'Ivoire, avant la colonisation, là, il y avait quoi en Côte d'Ivoire? Quelqu'un ici sait? J'espère qu'il n'est pas resté muet comme une Il est resté muet. Ah là là. Il ne savait pas. C'était une honte parce qu'il savait l'histoire des autres, mais sa propre histoire, il ne la connaissait pas. Et ça l'a marqué, il a été gêné. Et quand il est venu, il m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose. Ça a fouetté son orgueil. Hein. Complètement. Il faut que tu fasses quelque chose. Et le drame, c'est que pendant qu'il me le disait, je fouillais dans ma mémoire pour savoir si je savais, mais moi-même, je ne savais pas. Et je me suis dit, c'est peut-être ça que je cherchais en fait. Trouver le moyen de rendre accessible cette histoire-là aux enfants, aux adultes, trouver un moyen. Et je vais faire des recherches et je me rends compte que l'histoire africaine est formidable. Elle est riche et elle existe. Elle n'est pas cachée sous quelque chose d'énigmatique, elle existe. Il faut juste la chercher. Et quand je l'ai découverte, je me suis dit, tiens, je vais jumeler les deux constats. Je vais commencer par les enfants, parce que qui parle aux enfants peut parler à tout le monde, mais qui parle à l'adulte ne parle pas forcément à l'enfant. Donc je vais créer quelque chose qui va permettre aux enfants de comprendre l'histoire africaine et également aux adultes de pouvoir s'imprégner de ce concept-là. D'accord. Le sage, le doyen. Une question à madame. Les histoires que vous racontez dans vos magazines pour le bonheur de nos tout-petits, ces histoires-là sont-elles dans les livres d'histoire, de nos livres d'histoire, l'histoire africaine? Sinon, quelles sont vos sources réelles d'information? D'accord, merci pour cette question. Alors, la plupart de ces histoires ne sont malheureusement pas dans nos livres d'histoire. Pour ceux qui s'en souviennent encore, on nous disait que les Africains vivaient de la cueillette et de la pêche. Et après, rien. C'est-à-dire qu'il y a ce moment de la cueillette, il y a un blanc, et puis tout de suite on nous parle de la colonisation. Comme c'est au milieu, là, il n'y avait rien. Alors que non. Donc nos histoires viennent de sources documentaires qui ont été écrites par des Africains, des historiens, des anthropologues africains pour les Africains. Donc nous nous basons sur cela. Et aussi, puisque nous fonctionnons par pays, nous allons voir les autorités de ces pays en Côte d'Ivoire, comme les ambassadeurs et autres. Disons, voilà, nous voulons écrire un magazine sur votre pays. Est-ce que vous pouvez nous orienter vers quelqu'un qui pourra certifier que ce qu'on écrit est fiable? Parce que c'est important que ce soit fiable pour les enfants. Exemple d'histoire qui existe, mais qu'on ne nous a pas enseigné à l'école. On nous a parlé des Samori et autres, mais exemple d'histoire que vous avez trouvé que nous, on ne sait pas. D'accord. Alors, il y en a tellement. Je fais une seule histoire. Une seule histoire. Il y a celle que je vous ai racontée, par exemple, de Tassine Nagbe, qu'on ne nous explique pas à l'école, mais pourtant, c'est... Vous voyez, par exemple, le film... On nous avait parlé de façon superficielle des Amazones. Les Amazones, mais on ne nous a pas expliqué l'histoire qu'il y avait derrière. Et si vous regardez le film Black Panther, les Amazones dedans sont inspirées des réelles Amazones, les Amazones du Bénin. Okay. C'est notre histoire, mais d'autres le racontent. Et en plus, ils veulent faire sortir un film sur Kankan Moussa. Où sont les Maliens? Vous m'écrivez votre histoire. Si je dois vous parler d'une histoire africaine, par exemple, il y a celle qui est dans le numéro 1 de notre magazine, l'histoire de Njoya, qui est un roi
du Cameroun qui avait créé une écriture. On croit qu'en Afrique, on n'avait pas d'écriture, on en avait. Il avait créé une écriture, il avait créé des écoles. Et ça, c'est une histoire que malheureusement, on ne nous raconte pas. Et c'est quelque chose qu'on a voulu montrer aux enfants. Et qui vous l'a raconté? Alors, on a fait des recherches. Et ensuite, on est entré en contact avec l'arrière-petit-fils de ce roi. Et aussi, on est en contact avec son arrière-petit-fils, qui est journaliste d'ailleurs. Et aussi, on allait voir on est entré en contact avec le directeur de sa fondation pour lui dire, voilà l'histoire qu'on veut raconter. Pouvez-vous nous confirmer que c'est vraiment ce qui s'est passé? Et maintenant, satisfait de ça, on a... Et ça demande quand même quelques sources de revenus. Oui. Alors, comment est-ce que vous faites? C'est pas une ONG. Je veux dire, puisque c'est de la recherche, c'est un travail de recherche, il faut absolument voyager, tout ça. Qui assure ces frais de voyage-là? Déjà, on ne voyage pas parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on n'a plus besoin de se déplacer. On rentre en contact avec ces personnes, on les cherche. Par le biais d'Internet? Voilà, par le lien d'Internet, on essaie d'interagir avec ces personnes. On a notre source documentaire qui est là. Et ensuite, à partir de ça, on cherche les personnes qui pourraient nous donner des réponses. Et oui, au départ, je peux dire que c'est vraiment du fonds propre. Hein. Essayer de faire cela, c'est... Quand j'ai démarré, même Voyelle, c'était avec des volontaires. Maintenant, on a une équipe d'employés, on a 5 personnes à plein temps dans l'entreprise, 7 à temps partiel, donc on est quand même une équipe assez conséquente. C'est pas juste des bénévoles, hein? Non, on a plus, là, c'est plus le stade de bénévoles, on a vraiment des personnes à plein temps au bureau. On a des bureaux maintenant, les choses ont beaucoup évolué en temps. C'est plus le domicile? Non. Ça a évolué. Voilà, parce que concrètement, on ne peut pas quitter un travail et puis continuer à rester dans ce salon éternellement. À un moment, il faut évoluer, il faut faire évoluer la chose. Et ça a été du fonds propre, du Love Money, beaucoup de soutien aussi d'entrepreneurs comme moi qui m'accompagnent dans cette aventure et on espère de sponsors qui viendront par la suite se greffer à nous pour faire avancer cela. Ils viendront parce que moi, j'étais tout à l'heure rassuré quand vous avez dit non, vous allez à la source, vous allez voir les arrêts petits-fils de ces derniers. Tout ça. Après, vous dites c'est Internet encore. J'ai dit, est-ce que la dame l'a dit là, c'est vrai. Parce que je dis derrière Internet, on ne sait pas qui se cache. Qu'est-ce qui prouve que c'est la réalité, c'est la vérité? Voilà, tout à l'heure, quand vous avez dit vous allez derrière à la source, quand on n'a pas eu de transport, vous avez dit non, c'est Internet. Non, mais... Bon, je suis un peu inquiet. Et puis, qu'est-ce qui prouve que ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous a raconté peut-être dans nos livres d'histoire à l'école primaire, qu'est-ce qui prouve que c'est faux, voilà, tout ça là. Parce que là, vous remettez en question ce que nous, on a déjà appris. Très bien. Alors, déjà, on a une source documentaire, on a des documents. Je vous donne un exemple. L'UNESCO a sorti une collection de livres, l'histoire générale de l'Afrique, qui fait 6000 pages, qui a été écrite par Cheikh Anta Diop et pas mal d'anthropologues africains sur l'histoire de l'Afrique. Ça, c'est quelque chose de fiable. C'est l'UNESCO qui l'a fait. Nous, on s'inspire de ça. Ensuite, nous allons voir, quand on a un sujet que l'on va aborder, on va voir des personnes qui peuvent nous donner des informations. L'arrière-petit-fils du sultan Joya s'appelle Ibrahim Joya. Il est journaliste dans une chaîne de télévision internationale. Nous avons communiqué avec lui au téléphone. Nous l'avons d'abord écrit par mail. On ne peut pas aller le voir comme ça. Il vit en France, nous on est en Côte d'Ivoire. On lui écrit au moins. Monsieur, on veut écrire une histoire sur votre arrière-arrière-grand-père. Nous aimerons entrer en contact avec vous. Il nous répond, il nous appelle. Ok, l'histoire que vous avez écrite est assez bien, mais je vais vous orienter vers un historien qui est encore vivant, qui pourra vous confirmer que ce que vous avez écrit est bien. On veut faire l'histoire de l'Afrique. Il y a 52, 54 pays en Afrique. Si on doit voyager, on ne s'en sortira pas. Puis même voyager ne garantit pas que l'information qu'on aura sera fiable. Donc on va d'abord sur une base solide et ensuite on va confronter cette base-là à ce que les personnes concernées nous disent. Alors justement, vous avez parlé de Côte d'Ivoire, vous avez dit on est en Côte d'Ivoire. Moi j'ai envie de savoir, ici chez nous, tout à l'heure vous avez cité le Cameroun, vous avez cité un autre pays, et en Côte d'Ivoire ici, à part l'histoire d'Abla Pokou et tout ce qu'on sait, quelle histoire vous avez envie de nous... Je dirais mieux, est-ce qu'elle a la véritable version de l'histoire d'Abla Pokou? Déjà, nous, on n'a pas choisi Abla Pokou parce que tout le monde la connaît. Elle est déjà connue, son histoire. Mais il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir si la version qu'on nous a racontée était la bonne? Non, on est allé sur un autre Ivoirien qui n'est pas connu, mais qui a une très belle histoire. D'accord. C'est-à-dire, mieux vaut capitaliser sur ce que l'on ne sait pas que de venir se focaliser sur ce qui existe déjà. Apprenez-nous. Mais c'est le numéro 2 de notre magazine, donc si je vous le dis, vous n'allez plus l'acheter. Mais grosso modo... Il ne faut pas amener la dame à dire ce qui est déjà ça. Non, non, elle a dit, elle a laissé ce qu'elle sait faire
pour aller faire ce qui pourrait lui rapporter quelque chose. Oui, mais sa passion, c'était d'informer, n'est-ce pas? Bien sûr. D'informer, de faire découvrir. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore les moyens de s'acheter le livre, au moins le titre, qu'on nous dise que... Bon, voilà, déjà, celui qui est sorti, c'est une joya du Cameroun. Celui qui suit ensuite, c'est sur l'histoire d'un monsieur. Il a dit le nom du monsieur, je ne veux pas le dire. Parce qu'après, c'est... Voilà, qui concerne la Côte d'Ivoire, qui concerne le peuple bété. Quoi? Voilà. C'est mon peuple même. Et puis Moi, je vous raconte ça cadeau. À dire. Non, c'est pas sympa. Merci beaucoup, Dr Philo. Ce n'est pas encore terminé. Nous sommes toujours en compagnie de Dame Soro. Marquons juste une pause au niveau de la pub et puis on se retrouve. Bonjour, Tanti. S'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, toi, tu n'as pas un compte Move Money. Il faut acheter et inviter avec ça. C'est simple. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec notre invité témoin. Dans quelques instants, nous recevrons Paulus Agathon pour les réactions du public. Mais il est important quand même de poser la question de savoir est-ce qu'elle a eu par moment des regrets? Est-ce que j'ai Regrets d'avoir démissionné de son poste? Je dirais non, parce que ce que j'ai vécu ces dernières années est formidable. J'ai commencé avec rien. Et en 2 ans, j'ai une entreprise, j'ai une équipe, c'est à force de travail. J'ai voyagé, je suis allée en France pour apprendre sans payer par moi-même. Je suis allée aux États-Unis 6 semaines, j'ai rien payé par moi-même. Je suis allée au Kenya, en Afrique du Sud, dans pas mal de pays, parce que j'avais quelque chose à présenter aux gens, quelque chose qui leur parlait. Et ça, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ici. C'est que lorsqu'on a envie de faire quelque chose et qu'on se donne les moyens, qu'on se travaille dur, il y a forcément des mains, il y a forcément des personnes qui nous aident à réaliser ce que l'on veut faire. Et ça, rien que pour ça, ces 2 années exceptionnelles que j'ai vécues, je ne regrette absolument rien. Intéressant. Moi, je pense que si vous n'aviez pas été écrivain, vous auriez pu être parachutiste ou cascadeur. Oui, parce que vous n'avez pas peur de prendre des risques. C'est vrai. Je suis peut-être un peu... je ne sais pas, mais... Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause. Et je pense que quand on est nourri de bonnes intentions, on y arrive, n'est-ce pas, le sage? Oui. Le doyen. J'ai remarqué que tous ceux qui arrivent à faire de grandes réalisations dans leur domaine d'activité ont tous en commun 3 belles qualités. La détermination, l'amour de l'activité qu'ils exercent et la persévérance. Et c'est, je crois que Madame a bien compris cela et vous avez vraiment nos encouragements. Et ça paye toujours.